Afin de nous entretenir de la relance économique et du redressement des finances publiques, j'inviterai M. Martin Coiteux, président du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, M. Jacques Daou, et le ministre des Finances, M. Carlos Leitão. Bon, je vais me placer à droite. C'est ça. Tu le fais-tu ici ou tu vas le faire là-bas? Je vais le faire. Tu vas être plus à l'aise avec tes feuilles. Je vais être plus à l'aise ici. Je reste ici ou Avec tes feuilles, tu vas être plus à l'aise avec tes feuilles. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on nous entend bien? Hein? Alors, écoutez, avant de commencer, vous savez, tous les trois du trio économique, on est nouveaux en politique, n'est-ce pas? Et comme je vais commencer la présentation, je pense que la première chose que j'aimerais vous dire, c'est à quel point je suis fier d'être membre et de travailler au sein de l'équipe libérale. Comment? Bravo. Comment vous formez une équipe absolument extraordinaire avec laquelle c'est toujours un plaisir de travailler. Alors, on va commencer sans plus tarder. Est-ce que notre présentation... Oui, on l'a déjà. On va essayer de prendre le moins de temps possible. Donc, on va juste commencer par quelques petits éléments de contexte. Un Québec qui prend les moyens de ses ambitions, il faut d'abord qu'il prenne conscience de quels sont ses moyens. Et nos moyens sont considérables, mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a vécu des périodes dans le passé, que ce soit dans les années 80 ou que ce soit même plus récemment, en 2000 et 2008, où on avait une croissance économique, un taux d'inflation tel qu'on pouvait penser à des croissances de recettes fiscales supérieures à 4 supérieures à 5 annuellement. Alors, comme vous pouvez le constater, au cours des dernières années, il y a eu un ralentissement. Ce n'est pas un ralentissement qui nous a touchés que nous, c'est un ralentissement qui touche l'ensemble de l'économie mondiale. Et ça veut dire que nos recettes fiscales, même si elles sont en croissance encore aujourd'hui, elles ne sont pas en croissance comme elles l'ont été dans le passé. Le ralentissement a peut-être été un peu plus prononcé au Québec au cours des dernières années. Il y a toutes sortes de raisons à cela, mais il y a quelque chose dont on doit tenir compte de plus en plus, c'est la question démographique. Et là, on a longtemps parlé dans le passé qu'un jour, le vieillissement de la population nous affecterait. Bien, ce jour est arrivé exactement cette année. Cette année est l'année où le vieillissement démographique a commencé à nous affecter véritablement. Il y a un avant 14, puis un après 14. Pas 1914, là, j'en ai entendu parler. J'y étais pas. Jacques non plus. Jacques non plus. Mais là, on est dans l'après-14. Comme vous le voyez ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où le segment de la population qui, normalement, participe le plus au marché du travail, les 15 à 64 ans, bien, plutôt qu'augmenter, cette population-là, actuellement, elle diminue. Puis on pense qu'elle va diminuer au cours des 10 prochaines années. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir plus de personnes qui vont travailler. Il peut y avoir quand même plus de gens qui participent au marché du travail. On espère que ça soit plutôt du côté des 50 ans et plus que des 15-16 ans, parce qu'on préfère qu'ils soient à l'école. D'accord? Mais c'est l'une des raisons pour laquelle on a des défis importants en termes de croissance économique. Et bien sûr, l'emploi, c'est fondamental, la dignité de l'emploi dans toutes les régions du Québec, mais aussi, de plus en plus, ça va reposer sur l'innovation, sur la productivité, sur la croissance de nos entreprises, et c'est pour ça que les initiatives qu'on entreprend, notamment avec la révision de la fiscalité, notamment avec la stratégie numérique, ça va être tellement important pour l'avenir. Mais quand même, il faut tenir compte du fait qu'il va falloir ajuster nos dépenses à notre situation économique réelle, à nos moyens réels. Et voyez-vous, on a un petit ajustement à faire. Ici, on commence ici en 2002-2003. Si les dépenses du gouvernement avaient progressé au même rythme que notre croissance économique, si ça avait été le cas, bien aujourd'hui, on dépenserait
en 2012-2013, dans le graphique ici, on aurait dépensé 69 milliards de dollars. Or, ce qu'on a dépensé en 2012-2013 au consolidé, c'est plutôt 85 milliards de dollars. Alors ça, c'est un écart qui est presque 16 milliards de dollars. Et on comprendra qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles c'est arrivé, mais on ne peut pas continuer sur un tel sentier. Un tel sentier va faire en sorte qu'à un moment donné, on va ne plus avoir les moyens de nos ambitions parce qu'on va avoir une crise budgétaire majeure qu'on doit éviter. Pour mettre autrement les choses en perspective, et il y a des nouveaux besoins à chaque année qui s'ajoutent, et il va s'en ajouter dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années. Mais si on se contentait de ne rien faire, c'est-à-dire strictement maintenir ce qu'on a fait l'an dernier, puis on le maintient l'année prochaine, puis on le maintient dans 2 ans et on le maintient dans 3 ans. Autrement dit, on n'ajoute rien à nos programmes existants. Bien, ça ferait augmenter nos dépenses de 3 par année. Juste ça. 3 par année pour rien faire de nouveau. Ce n'est pas une situation qui est très confortable. Alors, c'est très clair qu'il va falloir qu'on redresse cette situation. On va parler de la relance économique, mais il y a aussi le redressement des finances publiques, qui est quelque chose qui est absolument incontournable. Surtout parce qu'on ne s'attend pas à retourner à des périodes de croissance économique avec l'inflation à 5 par année, qui ferait augmenter nos recettes fiscales toutes seules. Et comme on n'est pas actuellement en équilibre budgétaire, ce n'est pas juste le défi d'avoir des dépenses qui vont progresser au même rythme que notre croissance économique. Il va falloir qu'on passe par une période pendant laquelle nos dépenses, forcément, si on veut équilibrer le budget, doivent croître moins rapidement que nos recettes fiscales. Et c'est ça le plan de redressement qu'on est en train de mettre en œuvre. Et ça a commencé, ça, dès le premier jour du gouvernement. Dès que notre premier ministre nous a confié des responsabilités, notamment à nous trois ici, bien, dès ce jour-là, on a pris les premières décisions ensemble. Alors, c'était des décisions qui, dans un premier temps, étaient plus de nature administrative. On va essayer d'éviter des dépenses de fonctionnement inutiles. On resserre les dépenses de fonctionnement. On va être beaucoup plus serré avec la gestion du personnel de l'État. On a exigé un 2 de gain de productivité sur la masse salariale. On a déjà commencé à resserrer la promesse, l'octroi de subventions. Évidemment, il fallait aller plus loin, et Carlos, avec son budget du mois de juin dernier, a amené toute une série de décisions budgétaires aussi importantes. Il y avait des dépenses non financées qui avaient été annoncées, notamment par le gouvernement précédent. Alors, on a pris, évidemment, la décision responsable de ne pas s'engager dans des choses qu'on était incapable de financer. Donc, il y a eu des remises en question. Il y a eu, bien sûr, aussi un certain nombre de mesures spécifiques de réduction de dépenses. Et puis, il y a eu quelque chose qui est fondamental aussi, qu'on avait annoncé en campagne électorale. On a mis en place ce qu'on appelle le cran d'arrêt. Ce qui veut dire très concrètement que dans l'état actuel des choses, si l'un d'entre nous ou l'un de nos collègues a une superbe initiative qui implique des nouvelles dépenses dans un nouveau programme, dans le contexte actuel, on doit lui dire très bien, qu'est-ce que tu donnes en échange? Quelle dépense est devenue superflue aujourd'hui pour qu'on puisse justifier cette nouvelle dépense? Et ça, c'est une discipline qui est nécessaire parce qu'autrement, on ne va pas le régler, là, le problème de la croissance des dépenses qui est au-delà de nos revenus. On ne va pas redresser les finances publiques du gouvernement. Alors ça, c'est une discipline tout à fait nouvelle que s'est donnée le gouvernement et on l'applique pratiquement au quotidien. Et, vous savez, il n'y a pas de petites dépenses qui ne doivent pas être revues. Alors, on a même regardé les dépenses de voyage des fonctionnaires, on a même regardé la possibilité qu'on entretienne nous-mêmes les plantes dans nos bureaux. Voyez-vous? Donc, la discipline est en train de s'installer partout. Évidemment, puis je pense que vous serez d'accord avec moi, ça va nous aider à retourner à l'équilibre budgétaire, mais ça ne sera pas suffisant. Si le problème était un problème temporaire, pas très important, peut-être que ça fonctionnerait. Une année de discipline comme ça, on fait un petit peu plus de gym pendant un mois, puis après ça, on peut retourner à nos vieilles habitudes. Le problème ici, c'est que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le problème qu'on a, c'est un problème où les dépenses augmentent à chaque année plus que nos revenus. Tout le temps. Toujours. Indépendamment de ce qu'on fait comme choix. Alors, il faut faire des choix. Et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre, dès le mois de juin,
on a mis sur pied les 2 fameuses commissions dont a parlé le premier ministre tout à l'heure, la commission permanente de révision des programmes, la commission d'examen de la fiscalité. Carlos va vous parler de la fiscalité. Permettez-moi de vous parler un peu de la commission de revue des programmes. Alors, ce n'est pas compliqué ici. Il s'agit de voir si l'État est à la bonne place. Et l'État a des missions fondamentales. Il doit rester présent dans ses missions fondamentales. Mais parfois, si on identifie des sphères dans lesquelles on se dit « mais pourquoi on est là-dedans » Est-ce que c'est vraiment dans la mission fondamentale du ministère des Forêts d'être dans un endroit qui n'a rien à voir avec ça? Ou est-ce que c'est dans la mission fondamentale d'un autre ministère de s'occuper de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce pourquoi on a créé le ministère en question? Il y a de sérieuses questions à se poser. D'autres fois, oui, c'est un excellent programme, mais est-ce qu'il coûte trop cher? Puis des fois, il coûte trop cher parce qu'il est mal administré, parce que sa structure de gouvernement n'est pas appropriée. Parfois, c'est parce qu'on n'a pas prévu le bon mécanisme de financement. Mais fondamentalement, il faut avoir des programmes qui, dans leur ensemble, soient compatibles avec notre capacité de payer. Ça peut vouloir dire, dans certains cas, un petit peu moins de générosité dans le financement de certaines choses, pas parce qu'on va abandonner les missions. Au contraire, l'argent qu'on va pouvoir économiser de cette façon-là, on va pouvoir le rediriger dans les missions qui sont plus importantes, tout en atteignant nos résultats. Ce qui est sacré, ce n'est pas le programme. Il n'y a pas de programme sacré. Ce qu'il y a de sacré, ce sont les valeurs pour lesquelles on les a créées. Et ça, on va être intraitable là-dessus. Par contre, il va falloir qu'on s'assure qu'on soit capable de les financer. Mais peut-être qu'ultimement, au-delà du repositionnement de l'État, le legs le plus important de cette commission permanente de révision des programmes, ça va être que désormais, tous les programmes de l'État, tous vont être soumis à un processus d'évaluation continue reposant sur des analyses sérieuses, sur des données probantes. Et ce qui marche va continuer, mais ce qui ne marche pas sera périmé. Et c'est comme ça qu'on va procéder à l'avenir. Très important. Actuellement, vous entendez toutes sortes de rumeurs, et ce sont des rumeurs. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas pris ses décisions en matière de révision des programmes, sauf certaines directions qu'on a déjà annoncées, notamment les initiatives de mon collègue de la Santé pour le repositionnement du secteur de la santé. Il y en aura d'autres, mais en ce qui concerne la révision des programmes, les décisions ne sont pas prises. Mais par contre, ça s'en vient très vite. Dans les prochaines semaines, on va avoir les premières recommandations, et sur cette base-là, le gouvernement va être en mesure de prendre ses décisions. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas le resserrement des dépenses administratives et la revue des programmes. On fait beaucoup plus que ça en même temps. On a réussi, et on en est extrêmement heureux, mon collègue de la Santé, encore une fois, qui était questionné à l'Assemblée nationale à tous les jours là-dessus. Allez-vous réussir à obtenir une entente avec les médecins? Bien oui, il a réussi à étaler sur une période de 7 ans les hausses de salaire qui avaient été consenties en vertu d'une entente antérieure. Et ça va nous aider. Oui. On a déposé récemment un projet de loi, le projet de loi 15, qui va viser aussi non seulement à connaître la situation réelle de nos effectifs à travers l'ensemble du secteur public, mais aussi à pouvoir éviter une croissance de la rémunération au cours des prochaines années à travers une croissance des effectifs qui aurait lieu autrement, qui serait compatible avec l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Et c'est d'autant plus important, comme vous pouvez le voir ici, que les dépenses de rémunération représentent aujourd'hui pratiquement 60 des dépenses de programme et qu'au cours des dernières années, elles ont été en croissance. Elles ont tiré les dépenses de programme à la hausse plutôt qu'à la baisse. Alors, c'est dans ce contexte-là, évidemment, qu'on va aborder nos négociations avec les syndicats du secteur public. Pourquoi? Parce que l'effort qu'on demande à tout le monde à l'intérieur de la société, l'effort qu'on s'exige à nous-mêmes au gouvernement, cet effort national de redressement des finances publiques, on doit le faire tous ensemble et on doit le faire aussi avec nos employés. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste contrôler les dépenses pour contrôler les dépenses. C'est contrôler les dépenses pour retrouver notre liberté de choix, la liberté de choix que les mi-jeunes ou mi-vieux comme nous avons eue. Bien, on veut la transmettre à nos jeunes, ceux qui sont dans la salle ici, nos enfants, ils ont tous chacun leur prénom, c'est à eux qu'on veut redonner cette liberté de choix. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Carlos. Merci, Martin. Alors, merci, Martin. Et aussi, dites-moi si je commence à trop divaguer.
que c'est le temps d'accélérer parce que sinon, on n'aura pas le temps de passer la parole à Jacques aussi et de vous laisser à vous le temps de nous poser des questions. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici avec vous, avec l'équipe libérale. Comme Martin et comme Jacques, nous sommes nouveaux dans ce beau monde de la politique. Nous apprenons vite, mais ça fait chaud au cœur d'avoir une grande équipe avec nous pour nous supporter et je pense que tous ensemble, on va finir par y arriver. Alors, je vais vous parler un petit peu de nos défis budgétaires et aussi où est-ce qu'on s'en va en termes d'économie, de croissance économique. Ce graphique ici explique très bien le point que Martin avait mentionné avant, que je pense que c'est vraiment le point essentiel. Le graphique que Martin avait où on voyait la croissance des dépenses, si c'était avec la croissance économique et la croissance réelle des dépenses. Donc l'écart qui se creuse année après année, donc c'est structurel et ça se reflète dans des déficits structurels eux aussi et qui se maintiennent. Cette année, l'année qui vient de finir, 13-14, on devrait être à zéro. Les gouvernements du Québec qui nous ont précédés, les 2 ou 3 précédents, s'étaient engagés à revenir à zéro en 13-14. Or, force est de constater que ça n'a pas été le cas. On a un déficit d'à peu près 3 milliards de dollars et plus que ça, si on n'avait rien fait, comme Martin a mentionné, on serait rendu beaucoup plus loin que ça, aux alentours de presque 6 milliards et au-delà de 7 milliards. C'est nettement insoutenable. Il fallait redresser cela. Mais on doit aussi avouer que ça nous a forcé à poser des gestes que peut-être on aurait posés un peu plus tard. Mais la situation était un peu urgente. Il fallait faire ça. Il fallait empêcher que le déficit s'en aille à des niveaux insoutenables. Ce que nous avons fait, ce que nous allons continuer de faire, parce que tout simplement, ce qui va se passer cette année, l'année prochaine, c'est que nous allons livrer ce que nous avons dit que nous allions faire. Un déficit de 2,3 milliards cette année, 14-15, et 0 en 15-16. Ce n'est pas une obsession, ce n'est pas une maladie, c'est une nécessité. Ça nous a été répété plusieurs fois que si on ne fait pas ça, si on n'arrive pas à maîtriser la croissance de nos dépenses, l'avenir va être beaucoup plus contraignant et les banquiers, qui jusqu'à maintenant continuent de nous supporter facilement, pourraient facilement changer d'avis. Alors, ce qu'on essaye d'éviter, et c'est très clair, c'est de léguer aux générations futures une dette beaucoup trop élevée et d'éliminer ou de réduire les risques que les agences de notation se tournent contre nous. Dans ce contexte-là, c'est important de rappeler que nous avons au Québec un outil qui seulement existe ici chez nous. Ailleurs au Canada, ça n'existe pas. En Amérique du Nord non plus. C'est le Fonds de génération. Le Fonds de génération a été créé par nos prédécesseurs. On est rendu maintenant à presque 6 milliards de dollars. D'ici 5 ans, on va être rendu presque à 19 milliards de dollars. C'est un fonds qui est très important. Ça sert exclusivement à diminuer le poids, le fardeau de la dette nette. Souvent, on nous dit, mais pourquoi vous ne prenez pas cet argent et le mettez directement sous la dette? On ne fait pas ça pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on va léguer ça à la génération future. Donc, nos enfants vont avoir un fonds qui va être bien garni et ils décideront d'ici 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce fonds. Mais au moins, on va leur léguer ça, pas seulement une dette écrasante. Et surtout, deuxièmement, ça nous force à avoir une discipline budgétaire que peut-être on n'aurait pas eu avant. Avec le Fonds de génération, on est obligé, de par la loi, à mettre, il a ses sources de revenus qui lui sont dédiées, et c'était 1,3 milliard de dollars cette année, 14-15, après 1,6 milliard de dollars en 15-16. Donc cet argent doit nécessairement, obligatoirement aller au Fonds de génération. Si le fonds n'existait pas, peut-être qu'on n'aurait pas cette épargne forcée. Donc je pense que c'est un outil très puissant. Et d'ailleurs, quand on discute avec les agences de notation, ils nous mentionnent toujours que oui, bravo, vous avez un outil qui est très performant, qui vous permet de maintenir la notation que vous avez maintenant. Maintenant, là où je veux passer, je vais passer par plusieurs diapos, sinon je serai ici jusqu'à la fin de la session cet après-midi. Je peux parler longtemps, mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous faisons le redressement
des finances publiques, mais aussi la relance de l'économie. Et, by the way, si vous avez remarqué dernièrement, c'est exactement la recette que le Fonds monétaire international suggère maintenant à beaucoup de pays qui ont des difficultés budgétaires, surtout en Europe. Comme disait Jacques, « Wow, Carlos, le Fonds monétaire maintenant s'inspire de toi. » Je ne pense pas que ce soit ça, mais peut-être, qui sait. Mais le fait est que la solution qui est maintenant proposée, suggérée par le FMI, c'est que oui, les pays qui ont des difficultés économiques et budgétaires doivent redresser leurs finances publiques, mais il ne faut pas oublier la relance de l'économie. Et dans notre budget de juin, ce n'était pas un petit budget, ce n'était pas un budget de transition, c'est notre blueprint pour l'avenir. On avait un chapitre très important, très utile pour la relance de l'économie. Et comme M. le Premier ministre l'avait bien dit, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est-à-dire, pour redresser les finances publiques, il faut redémarrer l'économie. Et pour que la relance de l'économie soit durable, il faut que les finances publiques soient en bon état aussi pour rétablir la confiance des investisseurs et de la population. Donc, nous allons être capables de maintenir la cote de crédit. Vous avez probablement remarqué, sinon je vous le dis maintenant, que cet été, toutes les agences de notation ont maintenu notre cote de crédit et ont maintenu notre perspective stable, quelque chose que d'autres provinces n'ont pas été capables d'avoir. Donc, c'est très important. C'est pourquoi je parle de ça, parce que je ne voulais pas parler de dette, mais là, il faut quand même parler un petit peu de dette, quand même. Juste deux chiffres. 10-15. 10 milliards, en fin de compte, c'est 10,8 milliards. C'est le montant que nous payons en intérêt sur la dette publique chaque année. Ça nous force, par exemple, à avoir un surplus opérationnel de 10 milliards de dollars. Donc, il faut que nous, gouvernement, nous allons chercher 10 milliards de plus que ce que nous dépensons juste pour payer la dette. Quand les citoyens disent « Ah, on n'a pas assez, on paye trop de taxes, on n'a pas assez pour, en termes de services », d'une certaine façon, c'est vrai, parce qu'il y a 10 milliards, boum, qui se vont en paiement d'intérêt. Donc, il faut s'assurer, faire tout ce qu'on peut pour éviter que ce montant augmente exponentiellement si on perdait la cote de crédit. L'autre chiffre, le 15, en fin de compte, c'est 15,5. L'année prochaine, ça va être 17 milliards. Ça, c'est le montant que le ministère des Finances doit emprunter dans les marchés publics. Parce qu'il y a non seulement le déficit, mais aussi les investissements d'infrastructures, le roulement de la dette. Donc, je dois aller sur les marchés publics, emprunter 15, 16 milliards l'année prochaine, 17. Si on n'a pas une bonne cote de crédit, cette tâche-là va être extrêmement difficile. Et alors là, on devra prendre des décisions beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus qui vont vraiment faire mal. Donc, on va se garder notre marge de manœuvre et je pense qu'avec le budget de juin, c'est exactement ce que nous allons faire. Une des choses, un des outils aussi, Martin a mentionné la commission de révision de programme, il y a aussi une revue de la fiscalité. Comme M. le Premier ministre a mentionné, nous voulons surtout encourager le travail, encourager la participation au marché du travail, encourager l'investissement privé parce que nous ne nous racontons pas d'histoire. La croissance économique vient de l'investissement privé. Ce n'est pas l'État qui va créer des emplois, ce sont les entreprises qui vont investir. Donc nous, notre rôle, c'est de créer les conditions propices à l'augmentation, à la croissance de l'investissement privé. Donc ça, c'est très important. La création d'emplois aussi, c'est important pour la Commission et les régions, s'il y a des façons d'utiliser la fiscalité pour promouvoir le développement régional, on le fera aussi. On va aussi simplifier le système, mais ne nous cachons pas, on va regarder d'abord la fiscalité des entreprises et puis après ça aussi la fiscalité des particuliers. En terminant, parce que je ne vais pas passer trop de temps, je vais juste parler un petit peu de l'économie, où nous nous trouvons maintenant. Nous avons eu une conférence de presse téléphonique au mois de septembre avec les journalistes économiques, où nous avons divulgué nos résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale, avril, mai, juin, où on a des chiffres pour déjà les dépenses et les revenus. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que pour la première fois en plusieurs années, les revenus augmentent à un rythme plus rapide que les dépenses. Donc nous sommes en train de réaliser, de concrétiser notre plan budgétaire qui est tout simplement ça, comme Martin avait mentionné, de s'assurer que les dépenses augmentent à un rythme moins élevé que les revenus. Les 3 premiers mois de l'année vont dans cette direction. Et rappelons-nous que les 3 premiers mois de l'année fiscale, les 2 de ces mois-là, avril et mai,
on venait juste de commencer. Le budget a été déposé le 4 juin. Donc nous pensons, et avec raison, les chiffres préliminaires le confirment, que pour le deuxième trimestre, troisième trimestre, la tendance se maintient. Il faut évidemment garder le cap, il faut s'assurer que nos cibles de dépenses soient atteintes, mais on va réussir notre pari d'avoir une augmentation de dépenses à peu près 2 points de pourcentage moins élevée que l'augmentation des revenus. Et c'est comme ça qu'on va être capable de revenir à l'équilibre budgétaire. On parle beaucoup aussi maintenant du climat économique. Évidemment, il ne faut pas être naïf, il faut voir ce qui se passe à l'extérieur, autour de nous. L'économie mondiale et les marchés financiers l'ont bien démontré dans les dernières semaines. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de nervosité. Le prix du pétrole qui a dégringolé, le dollar canadien qui baisse aussi. Pour nous, ce sont des résultats un petit peu ambigus. Mais enfin, si on pense que le prix du pétrole baisse beaucoup parce que l'économie mondiale va mal, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc il y a un environnement qui est un peu lourd, un petit peu incertain. Mais en même temps, cette nervosité, cette incertitude provient surtout de l'Europe. Nos voisins américains, qui sont toujours nos plus grands partenaires, nos plus grands clients pour nos exportations, l'économie là-bas s'enracine comme il faut. La reprise américaine est bel et bien réelle. Et on le voit déjà qu'il y a une réelle reprise des exportations québécoises. Les exportations québécoises de produits manufacturiers augmentent plus rapidement que les exportations manufacturières canadiennes. Donc c'est faux de dire que tout va mal au Québec. C'est clair que tout ne va bien sûr que tout ne va pas très bien, mais il y a une amélioration notable des exportations, de la production industrielle et aussi de l'investissement privé. Après 5 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement privé, au deuxième trimestre 2014, il y a une petite remontée. Ce n'est pas encore beaucoup, mais il y a un renversement de tendance. Donc les choses vont dans la bonne direction, c'est lent. C'est très lent. On aurait souhaité que ce soit plus rapide que ça, mais il ne faut pas non plus perdre patience. Ça fait à peine 4 ou 5 mois que nous sommes là. Changer ces tendances-là, ça ne se fait pas facilement, ça prend du temps, ça prend de la confiance. Donc il faut qu'on continue de marteler le point confiance. Et juste pour finir avec ça, promis, Jacques, je te laisse quand même 3 minutes pour ta présentation. Juste pour souligner l'aspect confiance, la semaine dernière, le ministère des Finances a fait une émission d'obligations, 1,6 milliard de dollars. C'est un jumbo, a real jumbo bond, a global bond, sold in global financial markets in New York, in Paris, in London, in Hong Kong, in Tokyo, and it was extremely well received by global markets. So Quebec, the Quebec name, is well received by markets. They have no trouble buying our debt at terms that are very advantageous for us. So we have been able to restore the confidence of financial markets in our ability to control our fiscal house. And that's the first step towards having an economy strong and with strong growth. Alors, je vous laisse ici. Vous quand même laisser à 1 minute. Merci. Hein? Alors, bonjour tout le monde. Je vais faire exactement comme Carlos. Je vais prendre le podium parce qu'ils m'ont mis une chaise avec l'appui-pied vers le... Puis vous allez trouver ça ennuyant, puis moi aussi. Alors, je vais m'installer ici, ça va être plus confortable. Hey, d'abord, je suis content d'être ici parce que c'est la première fois que je suis avec, disons, le groupe élargi des gens qui ont fait en sorte que les 70 députés qui forment le gouvernement actuellement ont été élus. Moi, je pense que mes collègues, les 70 députés, devraient applaudir les gens qui sont ici. Là, je vais essayer de la faire fonctionner. Oh, c'est fini. It's too bad. Ordinateur, réveillez-vous. En effet, l'ordinateur est fini. OK, de toute façon, on est capable d'en parler. Ce que je veux vous parler pendant quelques minutes, c'est de la façon qu'on va repartir, on va relancer notre économie, notre plan économique, la façon qu'on va fonctionner pour que les investissements reviennent au Québec, reviennent à un niveau qui est acceptable, qu'on recommence à créer de la richesse.
Vous savez, dans un premier temps, le premier point que je veux faire, le premier principe fondamental avec lequel je veux qu'on travaille, c'est que ce n'est pas à l'État de créer des entreprises, c'est à l'État de créer un climat, un milieu favorable pour l'investissement. Vous savez, Madame... Madame Zakaïb avait dit en mars 2013 dans la presse, puis ça m'avait scié les jambes, c'est à l'État de créer des entreprises. Non, non. Si on a un climat favorable, ils vont s'installer naturellement. Et on a simplement à voir quand certains États américains viennent littéralement nous voler nos entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des climats favorables, ils ont créé un milieu que le monde des affaires aime. Le deuxième point que je veux faire, c'est être un État partenaire et non subventionnaire. Vous nous avez entendu parler de ça, on l'a dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, vous savez, on a des subventions, puis quand on est riche, et puis même quand on est plus riche, on continue de donner des subventions et on pense qu'on va attirer des entreprises avec ça. Quand on donne des subventions comme ça, et ça fait longtemps qu'on en donne, si ça fonctionnait vraiment bien, on sera probablement la province la plus riche au Canada parce qu'on est les plus subventionnaires au Canada. Il y avait une publicité, on s'en souviendra, je pense que j'étais chez Réna Dépôt, et si ça marchait, on le saurait, ou quelque chose dans le genre. Alors, c'est exactement ça. Il va falloir remettre en question notre système subventionnaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plutôt une approche de partenaire. Oui, on est prêt à aider les entreprises. Le dernier 20 quand on essaie de faire un financement, le dernier 20 est toujours pas mal compliqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va être présent. Mais si je suis ton partenaire, à ce moment-là, ça veut dire que si c'est payant pour toi, c'est payant pour moi. Vous savez, on m'a dit, ah oui, tu es un banquier, pense juste à faire des profits. J'ai une nouvelle pour vous autres. C'est vrai que je suis un banquier, puis c'est vrai que j'aime ça faire des profits. La seule différence... La seule différence qu'il y a avec ce que je faisais, voyez-vous, vous voyez le banquier à droite sur l'écran. Alors, la seule différence qu'il y a entre quand j'étais banquier dans le privé puis banquier dans le public, c'est qu'actuellement, je considère que j'ai 8 millions d'actionnaires. Et ces actionnaires-là, on va s'organiser pour que ça soit payant. C'est une approche qui est différente. Ça va vouloir dire qu'on doit être des bons gestionnaires de risque, mais ça, je pense qu'on est capable de le trouver, on est capable de le faire et on a commencé beaucoup dans cette direction-là. Moi, une autre chose que j'aime pas, c'est qu'il faut qu'on crée un milieu, si vous voulez, qui a un climat de confiance. Des chicanes fédérales provinciales, on n'a pas besoin de ça. En fait, du commerce interprovincial, on a besoin de ça. En fait, si on pouvait vendre un peu plus aux autres provinces, ça ferait bien mon affaire. On ne garde pas... Et la confiance, ça s'installe avec le temps. Tous ceux qui ont des adolescents savent ce que je veux dire. Ça lui prend un bon bout de temps avant que tu y confies ton char, puis ça prend une contravention pour que tu y enlèves. Ce que ça demande, un climat de confiance, ça veut dire que tu as une stabilité politique. Et vous nous l'avez donné. On est là pour 4 ans, puis on est là pour 8 ans, puis on est là pour plus longtemps que ça. Ça prend aussi une tolérance sociale. Une tolérance sociale, ça veut dire qu'on s'accepte comme Québécois avec toutes nos différences et toutes nos ressemblances. Je vous raconte, puis je prends une seconde pour vous la raconter. Il y a eu une émission de télévision qui a été faite quand le président Reagan s'est fait tirer. Et à ce moment-là, vous savez, il est dans la salle d'opération aux urgences, et c'est vrai, là, c'est pas une reprise de ça, c'est vraiment ça. Et on lui dit, Monsieur le Président, on va devoir vous opérer aujourd'hui. Et le président se lève la tête un peu, puis il dit, j'espère que vous êtes tous républicains dans la salle. Et le chirurgien, qui était réputé démocrate, a dit, Monsieur le Président, aujourd'hui, on est tous républicains. Il faut qu'on se comprenne puis qu'on s'aime comme Québécois tous, avec nos différences. Et bien sûr, avec mes deux collègues, il faut une fiscalité qui est attrayante. Et si on veut avoir une fiscalité qui est attrayante pour générer des investissements, bien, il va falloir qu'on libère les marges de manœuvre. Puis je suis content parce que mes deux collègues du trio économique travaillent sur ça très fort. On n'a pas à choisir les régions qui vont gagner, puis on n'a pas à choisir les entreprises qui vont être gagnantes. On doit appeler, en anglais, ils appellent ça un level playing field. Il faut faire en sorte qu'on ait plus de chances de gagner en ayant plusieurs régions qui s'intéressent. Vous savez, quand tu as 6 ou 7 villes dans le monde qui sont retenues, puis tu as une chance au Québec, bien, tu as une chance sur 6, tu as une chance sur 7.
Mais si tu en as 3 qui sont retenus, tu as 3 chances sur 6, tu as 50 des chances d'aller chercher. Et ce n'est pas à nous de décider au gouvernement du Québec quelle est la région qui va gagner, quelle est l'entreprise qui va gagner. C'est à nous de décider au gouvernement du Québec de faire en sorte que le Québec reçoive l'investissement. Peu importe où il se trouve, il va être bon. Il n'y a pas de mauvais emploi au Québec. Tout le monde qui travaille, qui a un emploi, qui travaille fort, on est content que ça se produise comme ça. Quand on est capable d'aller chercher des emplois qui sont plus payants, qui sont plus riches, ça donne une meilleure qualité de vie. On a des secteurs dans lesquels, et on est allé faire une annonce, notre premier ministre l'a mentionné tantôt, à Shawinigan, c'est des emplois qui vont être autour de 70 000 $ et pas tous avec des diplômes universitaires. Quand vous avez un couple qui a 2 emplois comme ça, où on fait 125, 130, 135 000, avec un diplôme collégial, avec un diplôme technique, ils ont une meilleure qualité de vie, ils peuvent s'offrir des restaurants, ils s'offrent des vacances, ça fait des citoyens qui sont plus heureux. On va travailler dans cette direction-là. Mais rappelons-nous d'une chose, tout le monde qui travaille au Québec, c'est important. Mon 6e point, le 6e point, et là on s'éloigne beaucoup du système, si vous voulez, purement du secteur privé, c'est que les actions du gouvernement vont être guidées à la fois par des motifs financiers et des motifs économiques. Financier, ça veut dire je suis payant. Économique, ça peut être différent. Voyez-vous, quand on est dans une juridiction, dans une région du Québec, où imaginons qu'il y a un fort taux de chômage, bien, ce fort taux de chômage-là, il fait qu'il y a des gens qui sont à la charge de l'État. Et si le fait de créer un emploi fait qu'ils deviennent des contributeurs à l'État, on a une rentabilité économique que tu n'as pas dans le secteur privé, mais que tu as au gouvernement du Québec. Et dans ces cas-là, on va en être très content. Alors, rappelons-nous qu'à certains moments, on va dire, oui, mais je suis payant. Ça peut être payant pour des motifs économiques parce qu'on est un gouvernement. Puis notre travail à nous, c'est de faire en sorte que l'ensemble du Québec en soit plus riche, puis qu'on ait le plus de monde possible au travail. Le 7e point, on va faire des interventions plus ciblées. J'ai amené cette expression-là au gouvernement du Québec, le spray and pray. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est you spray the money, you pray that it works. On va arrêter de faire ça parce qu'en fait, ce système-là, vous ne le savez peut-être pas, mais on donne des subventions à des entreprises qui ne le demandent pas. Il faut être riche pour faire ça. Alors, et puis ils ne nous disent même pas merci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler. Il y a des secteurs économiques dans lesquels on est bon. Avec une population de 8 millions, on ne peut pas être tout pour tout le monde. Mais disons qu'on va faire comme d'autres juridictions. Rappelons-nous qu'ici, dans la région, l'usine qu'on a perdue à Laurentides, à Shawinigan, savez-vous ce qui s'est produit? C'est pas compliqué. La Nouvelle-Écosse leur a offert un pont d'or pour réouvrir une usine à Résolu qui faisait que ça devenait très, très, très payant pour eux autres. Ils ont fait une intervention pointue. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir qu'on pense à aller, nous aussi. On est correct. Un développement résilient aussi et à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des grands investissements qui se font. À certains moments, vous pouvez avoir une entreprise, imaginons un centre d'appel. Bien, un centre d'appel, tu loues des locaux, tu loues des équipements, tu peux partir dans la nuit. Puis le lendemain matin, tu arrives là pour travailler, puis tu dis, hey, il n'y a plus d'entreprise. J'exagère quand je dis ça, mais quand vous avez, par exemple, une infrastructure qui est lourde, qui demande des grands investissements, ça demande du temps, ça, aller chercher ces investissements-là. Ça demande du temps de convaincre les entreprises de les faire. Mais rappelez-vous que quand ils ont fait ces investissements-là, ils deviennent, si vous voulez, un peu les prisonniers de l'investissement, et c'est ce qui fait que les entreprises restent longtemps. On va travailler sur une base aussi d'investissement résilient. Mon 9e point, qui est l'agriculture, les ressources naturelles sont 2 incontournables. 2 raisons. Et là, j'ai mis la photo de mes 2 collègues parce qu'ils voulaient qu'on parle d'eux autres, c'est fait. C'est leur meilleur, hein? L'agriculture, si on ne prend pas le contrôle de notre agriculture, si on n'aide pas notre agriculture, nos voisins vont le faire et on va manger la nourriture de nos voisins. C'est un peu normal que l'agriculture, on la supporte. Puis je dis toujours, les ressources naturelles, vous savez, il faut qu'on les utilise, ils seront toujours là. Une mine, là, ça se déménage pas bien, ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider aussi les ressources naturelles. J'en mettrai un 3e, qui est celui de la culture. Et pourquoi je dis ça? C'est que si ça n'est pas une priorité pour toi, si ça ne fait pas partie aussi de ton économie, la culture, ça veut dire que ça ne te préoccupe pas, puis ça va reculer. Et ce qui nous distingue, ce qui fait qui nous sommes,
c'est aussi la culture. Alors, ne mettons pas ça de côté. Mais dans tous les autres cas, il va falloir que ça justifie son modèle. Il y a des entreprises qui étaient légitimes il y a 25 ans ou il y a 30 ans, puis qui aujourd'hui ne peuvent pas penser que l'État va les supporter parce qu'elles vivraient artificiellement. Mon dernier point, le 10e point, c'est on va faire ça dans le respect de l'environnement, des grands principes de développement durable, parce que ça doit être au cœur de développement économique. Et je vous donne 2 citations là-dessus. Il y en a une que le premier ministre a donnée l'autre fois que j'ai beaucoup aimée, qui était de Ban Ki-moon, qui est « On n'a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B ». C'est important de se rappeler ça. Puis il y en a une autre de mon collègue David Hurtel, qui est ministre de l'Environnement, qui m'a vraiment allumé parce que j'ai une petite fille, imaginez-vous, de 5 mois, ça gêne un grand-père. Et il a dit, les enfants qui naissent aujourd'hui connaîtront le 21e siècle. Le 22e siècle, en fait. Ça, là, ça veut dire qu'elle va se rendre en 2100, ma petite Émilie. Là, ça veut dire qu'elle va avoir 85 ans rendue là, 86 ans, mais elle va se rendre là, puis elle va connaître ça. Fait que quand on entend que, ouais, mais ça va arriver juste en 2050, bien, nos enfants vont le connaître, puis nos petits-enfants vont le connaître. On est obligé de laisser une planète propre et on va faire du développement économique, mais dans le respect de ces 2 critères-là. Très rapidement, on l'a dit, dans notre stratégie gouvernementale aussi, on a le plan Nord Plus, la stratégie maritime, nos surplus d'électricité qu'on va utiliser de façon positive, développement de l'industrie d'aluminium qui est importante chez nous. Et on va faire, bien sûr, un contrôle des dépenses publiques. Je vous donne juste un exemple du pourquoi faire simple. Vous savez, il y a un comté qui nous préoccupe de plus en plus au Québec, qui est le comté de Roberval. Tous ceux qui sont capables de lire ça ont des très bons yeux. Mais ce que je veux vous montrer surtout, c'est ce tableau-là. Le tableau que vous voyez actuellement, là, c'est une entrepreneure. La madame est là. Madame, ça me fait plaisir. Lèvez-vous debout. Elle est très bonne. Ce tableau-là, c'est pas compliqué. Il résume l'aide aux entrepreneurs. Puis qui le fait? Et vous remarquez que chaque fois que vous avez plusieurs points, ils font tous le même travail. Alors, on ne dit pas qu'on ne veut pas aider les entrepreneurs, bien au contraire, on veut les aider, mais y a-t-il moyen? Écoutez, s'ils essayent de tenir tout ce monde-là occupé, ils n'ont pas le temps de travailler, nos entrepreneurs. Alors, il faut qu'on vienne à bout de mettre de l'ordre dans cette maison-là, et c'est important, et ce tableau-là, il va passer à l'histoire, c'est clair, et vous savez tous, je vous fais une parenthèse encore ici, qu'il y a 2 sortes d'entrepreneurs, je vous donne ça, madame, 2 sortes d'entrepreneurs. Il y a ceux qui sont persuadés que le génie, c'est héréditaire. Puis il y a ceux qui n'ont pas d'enfants. Alors, je terminerai ou à peu près avec les subventions. Je vais vous parler des subventions pendant une minute. Subventions, là, c'était un droit. Les gens nous arrivaient dans le bureau, puis je l'ai vécu à Investissement Québec, ils disaient « J'ai droit à 15 % sur mon investissement capital, je vais avoir mon chèque. » Bien, le party est fini. La façon qu'on va travailler maintenant, ça va être une base d'exception. Et la ligne, c'est facile, ça ne sera pas quand l'entreprise l'exige, ça va être quand la situation l'exige. Là, il était un peu subventionnaire hier à Shawinigan, la situation l'exigeait, on le fait. Et malgré tout, on ne perdra pas d'argent total dans tout ça. Mais l'époque où on travaillait ça comme une chose normale, c'est une époque qui est révolue. Et savez-vous une chose? Les grands dossiers que j'ai eu à traiter depuis que nous avons été portés au pouvoir, avec cette approche-là, on n'en a pas échappé un. Alors, ça résume un petit peu ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'on a du temps pour des questions? Je ne sais pas, on peut prendre quelques minutes. Mais rappelez-vous d'une chose, on va devenir des bons gestionnaires de risques, on va remettre un climat de confiance dans notre économie, on va continuer de créer des entreprises. On est très bien parti. Merci beaucoup de votre attention. Alors, on nous dit qu'on a du temps pour 2 questions. Alors, choisissez bien votre question. Oui. Bonjour, mon nom est Raresh Bourlacou, comté de Fabre. Je suis doctorant et également enseignant à l'École nationale d'administration publique de Québec. Juste une petite question. Si on se fie aux pensées politiques des plus grands économistes mondiaux, puis je me réfère ici à Jacques Attali, qui d'ailleurs donnait une conférence au Parlement du Québec il y a 1 an et demi presque,
tout gouvernement qui prend le pouvoir doit élaborer un programme économique qui doit se retrouver pour une vision d'ici 20 ans. Dans les mesures que vous prendrez dans les rétablissements puis les mesures d'optimisation budgétaire, quelles sont ces mesures qu'on pourrait déceler qui nous donnent une vision pour penser à Québec d'ici 20 ans? Puis je termine pour une petite citation pour faire un plaisir à notre premier ministre. Je cite Robert Kennedy, le frère du président américain qui était tué lui aussi en campagne électorale à Los Angeles. Peu importe les décisions qu'en politique on le prend, l'important c'est de voir dans l'avenir le sourire sur le visage de nos enfants. Je vous remercie. Je vous dirais tout simplement deux aspects. Il y en a plein d'autres pour cette vision à très long terme. Quelle qu'elle soit, il faut avoir les moyens. Donc, il faut être capable de maîtriser nos finances publiques. Encore une fois, ce n'est pas une obsession. C'est d'être capable de vivre à l'intérieur de nos moyens. Et de cette façon-là, nous, nos générations futures, vont choisir ce qu'elles veulent faire. Donc, maintenir notre capacité de choisir. Deuxièmement, et rapidement, la décarbonisation de notre économie. Donc, tout le plan vert, toute la réduction des gaz à effet de serre, qui sont non seulement bons pour la planète, il n'y a pas de planète B, mais sont aussi un outil, un instrument très puissant pour le développement d'une nouvelle économie dans ce petit coin d'Amérique du Nord. Merci. Oui, au micro 1. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Voici Oui. Auguste Choquette. Je suis du comté de pas Côte-Montmorency, mais Charlevoix, Côte-de-Beaupré, le plus beau comté du Québec, représenté par la plus belle femme de Charlevoix, Caroline Simard. Je pose ma question parce que j'admire le premier ministre, M. Couillard. Il sera bientôt jugé comme le père de la deuxième révolution tranquille au Québec. Nous sommes fiers du docteur Couillard. J'admire le docteur Couillard parce qu'il ne craint pas de parler de notre appartenance au Canada, du membership qu'on doit avoir dans la Fédération canadienne. Et c'est ma question, M. Laïtayo. Est-ce qu'il est vrai, oui ou non, que nous recevons, en vertu de l'article 36 de la fameuse Constitution que Québec n'a pas signée, mais en vertu de l'article 36 de la loi constitutionnelle de 1982, celle que le Québec n'a pas signée, nous recevons un cadeau forcé du Canada riche au montant de 9 milliards 300 millions pour cette année, l'année en cours. Est-ce vrai ou est-ce inexact? Parce qu'on déguise les paiements de péréquation sous le chapeau de transferts fédéraux. Ce ne sont pas tout à fait des transferts fédéraux, il y a une nuance. Ce sont des sommes faramineuses que le Canada riche est obligé de payer aux provinces pauvres. Est-ce raison ou tort, Monsieur le ministre des Finances? Est-ce qu'il y a une autre question? Écoutez, bien sûr, le Québec est un récipiendaire de paiements importants de péréquation. Le programme de péréquation est un programme fédéral. Donc, le gouvernement fédéral redistribue ses ressources financières selon une formule assez complexe, dont le but est d'égaliser les capacités fiscales de toutes les provinces. Moi, j'ai un grand souhait. Je souhaiterais que peut-être à l'intérieur de notre mandat, notre deuxième mandat, on ne soit plus éligible à recevoir de la péréquation. Ça serait une très bonne nouvelle pour nous. C'est malheureusement tout le temps dont on disposait, mais on peut continuer à se parler. Vous pouvez nous poser des questions dans les couloirs, dans les corridors. On va continuer donc à se parler entre nous toute la journée. Merci beaucoup.